Après une défaite face au FC Séville 1-0 en Andalousie, les joueurs de Julien Stéphan doivent se reprendre face à Chelsea. Et quel défi ça va être pour les Rennais. Salut à tous en temps additionnel et on va traiter cette affiche entre Chelsea et le Stade Rennais, match qui aura lieu à Stamford Bridge pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Et pour ce faire, on aura 2 invités avec nous aujourd'hui, avec la compagnie de Rudy, qui n'a que de Garcia le prénom, mais qui est bien un bien meilleur entraîneur que lui. Salut à toi. Salut, merci beaucoup pour la petite intro qui fait plaisir. Ah bah écoute. La comparaison est souvent faite en plus avec Rudy Garcia, j'ai souvent droit et c'est ah bah, c'est un honneur. On n'y échappe pas, hein. Quand on est un Rudy et qu'on est entraîneur, c'est forcément, clairement, voilà. Et Anthony qui remplace Romain au pied levé pour le Stade Rennais, salut à toi. Salut à tous, merci pour l'invitation. Donc supporter aussi du Stade Rennais comme je viens de l'indiquer, et puis tu fais aussi partie de Radio Roazhon, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, supporter depuis mon premier match au stade, donc 1999 déjà, ça commence à remonter. Ça commence à faire, en effet. Alors, pour parler de cette rencontre, les gars, donc comme d'habitude dans temps additionnel, on va parler de la forme des deux équipes et surtout de ce qui s'est passé dernièrement pour ces deux équipes. J'aimerais, Anthony, qu'on parle un peu en vitesse de ce match face à Séville. Alors, on en avait parlé avec Romain. Rennes n'avait pas forcément grand-chose à y espérer. Séville a été très dominateur et Rennes n'a pas eu énormément d'opportunités pour déranger les Andalous. Qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre, toi, face au tenant du titre de l'Europa League? Ah bah ça a été aussi compliqué que ce qu'on redoutait. On a pris l'eau, tout le match, c'était vraiment atroce. Mais bon, certains espéraient, mais il y a un problème en fait aussi, c'est que Séville est très mal vu en France. On les considère pas comme un gros club, alors que c'est un club immense avec une culture foot exceptionnelle. Donc forcément, certains ont été surpris qu'on prenne autant l'eau. Bon, c'était pas si étonnant que ça au vu des outils de Séville en Ligue des Champions cette année, puisqu'à force de briller en Ligue Europa, ils ont vraiment envie de briller en Ligue des Champions. Et c'est pas Rudy qui me contredira, le Séville qui l'a vu contre Chelsea. C'est un Séville très solide et un potentiel quart de finaliste de Ligue des Champions. Donc forcément, quand nous on arrive et qu'on découvre un peu ce niveau-là, on prend l'eau. Surtout quand on apprend qu'Nzonzi, qui est à peu près le seul joueur avec l'expérience qui, pour ce genre de match, est suspendu la veille du match, Camavinga pas là, puis 2 blessures au cours du match. Donc forcément, ça devenait mission impossible et ça a été mission impossible. Et s'en sortir à 1-0, c'est presque déjà un miracle, hein, parce qu'on aurait pu en prendre 6 ou 7. Alors, toi, est-ce que tu comprends cet écart, Rudy, toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu expliques sur cette rencontre entre Séville et Rennes? Ah oui, totalement. Déjà, quand Chelsea avait joué Séville, pardon, ils étaient très très solides défensivement et il leur manquait juste d'avoir le dernier geste à régler pour être totalement efficace. Et je m'attendais à ce que ce soit assez compliqué pour Rennes cette rencontre-là, surtout qu'ils découvraient la Ligue des Champions cette année. Ils affrontaient une équipe qui était très très forte, qui sortait de sa victoire en Europa League récente, etc. Donc Séville, c'est un très très gros concurrent et ça, c'est déjà très très bien pour Rennes, comme dit, d'avoir perdu que 1-0. Et surtout qu'ils n'ont pas été du peu du match que j'ai vu en regardant le multiplex, ils n'ont pas été si mauvais que ça, je trouve. Ils ont fait assez bonne figuration. Et en plus avec les absents qu'il y avait, voilà, c'était compliqué. Donc l'écart ne me choque pas et Rennes n'a pas été ridicule, je trouve. Alors, pour parler un peu de Chelsea, Rudy, on sait que Chelsea s'est imposé largement 4-0 face à Krasnodar. On va pas forcément revenir sur cette rencontre où il y a eu quand même plus de satisfaction que lors des premiers matchs de la saison, même si on le redit, l'écart entre Krasnodar et Chelsea est très très important. Ouais. Mais moi j'aimerais plus revenir sur le match face à Burnley, qui, de ce que j'ai vu, a fait plaisir à pas mal de supporters de Chelsea, notamment un homme qui manquait beaucoup, je pense, en début de saison, c'était Hakim Ziyech, sur le front de l'attaque des Blues. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'apport de Ziyech depuis qu'il est revenu à la compétition, le Marocain? Je suis vraiment heureux parce que je crois que j'en avais parlé dans un des anciens podcasts avec vous, justement, que c'était le joueur qui était le plus attendu dans toutes les recrues parce qu'offensivement, il doit amener vraiment la confiance, la maturité et aider les autres joueurs à progresser aussi. Et là, vraiment, on sent que c'est lui le joueur qui peut gérer le tempo, qui peut savoir quand est-ce qu'on va vite, quand est-ce qu'on va lentement, quand est-ce qu'on garde le ballon, etc. Qui peut te lâcher la passe qui fait la différence, qui va tenter des choses qui surprennent. C'est ce que j'avais dit dans un live qu'on avait fait justement hier après le match, qu'on avait beaucoup de profils qui se ressemblaient et qu'on n'était pas forcément surprenant pour un adversaire. Par exemple, Mount il fait surtout la différence par la passe,
Havertz, pareil, c'est pas un joueur qui va faire beaucoup de dribbles, va la faire par la passe aussi. Mais ça reste des choses qui ne surprennent pas forcément un adversaire qui est bien en place. Ziyech, il va faire des centres et des passes qui surprennent en un coup l'adversaire et qui te mettent directement un attaquant face au but. Et c'est là-dessus, il nous fait un bien, mais immense. Même quand ton équipe est dans le mal, il va te lâcher une action qui est juste folle. Et d'ailleurs, c'est lui qui ouvre le score et vraiment, il fait plaisir à voir pour l'instant. Alors là, Werner a été mis sur un côté face à Burnley. Est-ce que tu penses que ça reste quand même sa meilleure utilisation dans ce 11 de Lampard? Non, pour moi, non. Déjà, il devait même pas être titulaire à la base. Je sais pas si vous avez vu l'info, mais normalement, c'était Pulisic et Werner devait être mis au repos pour ce match-là. Parce que ça fait quelques matchs où il avait un peu de mal. Et Pulisic est blessé à échauffement, donc il a été mis sur l'aile. Et non, le problème, c'est qu'il. Après, quel que soit le poste utilisé, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup trop pour la profondeur pour l'instant. Qu'à chaque fois qu'il joue, on lui envoie juste des ballons en profondeur. Et qui a été le problème face à Séville, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, pour moi, non, il doit rester en neuf. C'est son meilleur poste, mais l'utilisation doit être différente. Faut qu'il vienne beaucoup plus chercher les ballons, que Lampard ne lui donne pas forcément les consignes de toujours faire des courses en profondeur, etc. Mais je l'aime beaucoup plus en neuf, en tout cas. Alors, Rennes et Chelsea ont la particularité d'avoir accueilli un gardien légendaire en la personne de Petrovic, donc a plus passé de temps du côté de Londres que de Rennes, mais il a côtoyé les deux clubs. Alors, c'est un historique entre les deux clubs qu'on peut voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont partagé les deux clubs ou qui ont eu un transfert entre Rennes et Chelsea? Ah bah là, il y en a un qui est en train de briller à Chelsea. Je pense oui, bien sûr, le gardien. Merci. Actuellement, là, oui, c'est. Tout à fait, Edouard Mendy, oui. Ah ouais, non, franchement, justement, pour parler du plus récent passé de Rennes à Chelsea, c'est vrai que Edouard Mendy, il fait plaisir. Enfin, il y a eu des stats qui sont passées qui sont pas forcément élogieuses pour Kepa, mais Mendy a déjà plus de clean sheet que Kepa depuis le début de l'année civile. Et c'est vrai qu'il nous amène une sérénité derrière qui est folle. Vraiment, je suis très 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 heureux de l'avoir. Je m'attendais même pas à ce qu'il soit aussi performant. C'est son 4e clean sheet consécutif là, à Mendy. Ah ouais, franchement, il les mérite parce que contre Manchester United, par exemple, les arrêts qu'il fait, c'est assez fou, quoi. Autant là contre Burnley ou contre Krasnodar, il n'a pas été mis trop à contribution, mais même dans les gros matchs, il arrive à prouver. Donc c'est vrai que c'est vraiment plaisant. T'es pas étonné, je suppose, Anthony, du niveau de Mendy à Chelsea? Non, mais c'est un peu triste pour nous parce qu'on a même pas eu le temps de s'attacher à Edouard Mendy parce qu'il est resté qu'une saison. Et on voyait forcément qu'il avait du potentiel. De là à s'imposer directement à Chelsea. Bon, c'est sûr, quand on voyait les matchs de Kepa, on n'avait pas de doute sur le fait qu'il allait avoir sa chance assez rapidement. Et puis il l'a saisi et puis il progresse. Ouais. Et puis c'est cool pour lui. Là, en plus, il se plaît vraiment bien à Londres. Donc c'est top pour lui, franchement. On est content de le voir là-bas, mais on espère que Gomis, qui l'a remplacé, là il commence à élever son niveau aussi. Donc on a le nez fin, le nez creux sur les gardiens, et c'est une bonne nouvelle. Ouais, clairement. Alors, excuse-moi. Vas-y. Non, c'est pour dire que justement, là où j'étais optimiste dès le départ pour Mendy, c'est que je m'étais dit, s'il était arrivé après le départ de Courtois, il aurait eu plus de pression, ça aurait été plus compliqué pour lui. Mais là, il arrive limite en tant que sauveur pour les fans de Chelsea. Et il arrive après un gardien qui a été catastrophique. Et on se dit, si Mendy fait des boulettes, Kepa les aurait fait aussi avant, donc il a une pression qui est un peu moins grosse. S'il est arrivé juste après le départ de Courtois, ça aurait peut-être été plus compliqué pour lui, il serait peut-être mis plus de pression. Mais là, c'est vrai que c'est ultra positif pour lui, l'atmosphère qu'il y a autour de lui. Après, la pression de Kepa, je pense que c'est plus dû au montant de son transfert. Ah oui, oui. Ça a été dit lors de son arrivée, même lui l'a évoqué quand il est arrivé, et il en a parlé, mais bon, il semblait pas non plus plus en stress que ça par rapport à ça, mais je pense que ça a dû jouer quand même dans sa progression entre guillemets depuis l'année dernière à Chelsea. Je pense qu'il le porte encore beaucoup ce prix-là. Ah oui, clairement, dès qu'il fait des boulettes, ça lui rappelle. Autant sa première saison, il l'avait assumé, mais là, maintenant, dès qu'il commence à en enchaîner, c'est compliqué pour lui. Ouais. Tu vois, mais Mendy, il aurait pu avoir cette même pression à toute proportion gardée, mais c'est pas un gardien qui était, c'est un gardien qui a explosé assez tardivement. Il a 28 ans déjà, donc il n'était pas forcément fait pour le haut niveau. Ça aurait pu être trop haut pour lui aussi. Mais vu que c'est un gars stable, un bon gars en plus qui travaille bien et il ne triche pas, lui, ça a pris et c'est super. Hein, parce que là, vous allez avoir un top gardien maintenant, c'est sûr. Oh, ça fait plaisir. Alors, on a parlé un petit peu du dernier match de Chelsea face à Burnley, cette victoire 3-0. Rennes s'est aussi imposé ce week-end face à Brest dans le derby breton. Victoire 2-1 avec des buts de Da Silva et de Haggard après dans la dernière demi-heure de jeu.
Donc les deux défenseurs centraux se sont illustrés pour donner la victoire aux hommes de Stéphane. Tu peux nous donner une petite aperçu de cette rencontre face à l'ami brestois, ou alors je sais même pas si vous êtes amis d'ailleurs, mais je pense pas. Bon, on n'est pas ennemis en tout cas. Ouais, voilà, Ça il y a va, pire. Il y a ouais, pire comme ennemi, quoi. il y a pire et plus près de chez nous. Mais non, Brest, bah, c'est toujours chiant à jouer. Bah, surtout chez eux, en fait, à l'extérieur, c'est pas vraiment la même équipe. Ils prennent pas mal de pions. Et là, du coup, ils étaient venus avec l'idée de venir avec un bus à 2 étages, un bus londonien. Et, et ils l'ont bien fait. C'était vraiment, on a eu du mal à trouver des changements de rythme, à avoir du jus en première. On dominait, mais il y avait 70% de possession, je crois, en première, mais il y avait rien. On n'avait pas d'occasion. On a eu une barre, mais bon, voilà, c'était vraiment très compliqué. Puis on se fait surprendre. Au retour des vestiaires, ça fait 5 matchs de suite qu'on prend un but entre la 54e et la 59e minute de jeu. Ça commence à être un sérieux problème. Et bah, là, ça a eu le mérite de nous réveiller. On est tout de suite devenu beaucoup plus offensif, beaucoup plus plaisant à voir jouer. Et puis les occasions se sont enchaînées. On a trouvé la mire aussi, donc c'était beaucoup plus simple. Donc on a retourné le match assez rapidement. On aurait pu s'envoler un peu. À 10 minutes de la fin par là, et puis on s'est fait peur à la fin, mais voilà, c'est une bonne victoire, ça fait du bien, ça faisait longtemps, enfin ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas eu les 3 points, donc ça permet de se relancer avant d'aller à Londres et d'y aller avec un peu moins de pression aussi, parce que voilà, tout va un peu mieux maintenant quand on prend les 3 points, puis on est quand même à 18 points en 9 matchs, donc ça fait du 2 points par match, c'est un super début de saison, alors qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe, donc c'est bien d'avoir battu Brest, mais je crois que le menu s'annonce un peu plus compliqué cette semaine. Alors, tu as soulevé un point intéressant sur le problème offensif. J'ai une stat pour souligner tout ça. 24 tirs au total face à Brest, 8 tirs cadrés seulement sur cette rencontre. Alors, il y a eu beaucoup de situations du moins pour les Rennais, mais pas forcément de danger apporté sur la cage de l'Arsenal. Comment t'expliques ça? Parce que on a des joueurs assez techniques, assez bons offensivement. Quand je pense à Doku, à Terrier, à Guirassy. Bon, là, il y avait Pakama sur le terrain, mais je pense que il y a les joueurs suffisants pour apporter du danger sur n'importe quelle cage. Comment t'expliques cette inefficacité actuellement du côté des Rennais? Bon, je pense que c'est assez simple. C'est pas la qualité des joueurs, hein, comme tu l'as dit. Terrier, Guirassy, même le petit Doku qui vient d'arriver, ça pue le foot, ça se voit. C'est bien sûr des joueurs pour jouer le top 5 en Ligue 1. Ça, c'est indéniable. Mais le problème, c'est surtout que les 3 de devant ont changé. C'est que tu as 3 joueurs différents, donc ça demande du temps. Il faut s'adapter, il faut apprendre à connaître les courses de ses coéquipiers. Et puis voilà, Guirassy a démarré très fort. Là maintenant, il s'est fondu dans le collectif, vraiment, il joue pour les autres. Terrier monte un peu en puissance. Doku vient juste d'arriver, ça doit être son 2e ou 3e match. Donc voilà, il faut s'armer de patience un peu. C'est logique que ce soit pas huilé tout de suite. Bien sûr. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça va tourner un moment. Là, en plus, on est dans un marathon. On a 7 matchs en 22 jours pour un groupe qui découle avec des champions. C'est dur aussi à encaisser, surtout quand c'est des joueurs comme ça qui n'ont pas l'habitude. Il y a que Terrier un peu qui a l'habitude des matchs tous les 3 jours, et encore, il jouait pas tout le temps à Lyon. Même pas souvent. Donc il y a aussi ça à digérer. Il y a le fait d'avoir eu de nouveaux coéquipiers, le fait d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, et puis ça va venir. De toute façon, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. S'il y a de la qualité, ça c'est sûr et certain. Et puis on l'a vu en deuxième mi-temps, une fois qu'ils se sont mis la tête à l'endroit avec les changements, un peu de fraîcheur, et puis c'est reparti. Hein. Donc non, ça va le faire, mais c'est vrai que par rapport au nom, je peux comprendre que d'un point de vue extérieur à ceux qui suivent le club, on se dise c'est bizarre que Terrier soit pas déjà à 3-4 buts, que Guirassy n'a pas marqué depuis fin septembre et que le petit Doku a pas encore marqué. Mais bon, on voit que à Rennes maintenant, il y a vraiment une priorité, c'est que c'est une priorité collective. Tous les joueurs doivent jouer pour les autres, et c'est pour ça qu'on a des grosses individualités qui sont parties. C'est un secteur qui est très cher à Julien Stéphan, et c'est aussi pour ça que ça marche. Donc il faut leur faire confiance. Une fois que ça va rouler, il n'y aura pas de problème, je pense. Alors Stamford Bridge sera le témoin mercredi à 21h de ce match entre Chelsea et Rennes, donc sans public une nouvelle fois, hein, puisqu'en Angleterre le public n'est toujours pas autorisé, comme en France avec ce reconfinement
qui a été annoncé la semaine dernière. Mais on va quand même voir, je pense, une très belle rencontre entre ces deux équipes. Alors, côté rennais, je pense que les Blues ne diront pas le contraire. L'attaque va être quand même à surveiller, même si on a souligné ses carences ces derniers temps au niveau efficacité. Mais ce sont deux joueurs très très intéressants techniquement et devant le but ça peut faire très très mal avec des joueurs comme Guirassy ou Doku par exemple. Camavinga on ne sait toujours pas s'il sera de la partie, mais normalement ça devrait être bon. En ce qui concerne la défense de Chelsea, tu penses que c'est ton point fort, Rudy, quand tu abordes ce genre de rencontre, sachant que Chelsea n'a toujours pas pris de but dans cette Ligue des Champions? Bah, point fort, là, je trouve qu'elle n'a pas encore été assez testée pour Ouais. voir ça. Parce que par exemple, le match contre Séville, bon, l'attaque de Séville était assez peu inspirée dans le dernier geste. Même le match contre United, il y a eu deux trois occasions, Mendy les sort bien. Mais sinon, le reste des matchs, par exemple, Krasnodar a pas beaucoup vécu offensivement, Burnley pareil. Euh, Ce qui me fait peur pour ce match face à Rennes, c'est que là, tu parlais du match face à Krasnodar tout à l'heure qu'on a gagné 4-0. La Mhm. première mi-temps était loin d'être positive en soi. On a été très chanceux parce que Tenodo il marque à la 40e un but très chanceux donné par le gardien. Mais sinon, on s'était presque fait manger en première mi-temps parce que l'intensité de leur pressing nous faisait mal. C'était limite eux qui avaient les occasions. On n'arrivait pas trop à exister. Et je me dis, Rennes, qui a un projet collectif plutôt bien en place, qui a des individualités que Krasnodar n'a pas, s'ils jouent bien certains coups et que dans le dernier geste ils sont bons, ça peut être compliqué aussi pour la défense de Chelsea. Mais justement, j'attends de voir ce test-là parce que ça peut être très intéressant. Enfin, c'est une équipe qui combine un peu les deux, qui a un niveau quand même Ligue des Champions ou au moins Europa League et qui a des bonnes individualités. J'attends vraiment de voir notre défense. Ça peut être un vrai test. Tu penses que ton attaque actuelle, Anthony, peut peser face à ce genre de défense? Bah, je pense sur cette double confrontation il y aura peut-être plus la place que contre Séville. Alors, je crois beaucoup plus au match retour qu'au match aller, Mhm. puisque Chelsea me semble quand même bien lancé maintenant. Mais oui, on a des gars qui peuvent faire la différence. On a plus de qualité, comme l'a dit Rudy, que Krasnodar. Mais après, voilà, il y a aussi le fait de jouer à Stamford Bridge. Je pense qu'un Doku, est-ce qu'il va y aller c'est pas non plus Kamavinga là-dessus, et il passe pas les étapes les unes, enfin aussi vite, je veux dire. Il aura peut-être un peu de stress de jouer à Stamford Bridge contre une grosse équipe. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur la gestion de l'événement plus que sur le match en lui-même. Qui, c'est vrai que sur le papier, on se dit qu'on aura des opportunités. Chelsea fait plus peur devant que derrière, même si maintenant ça commence à être bien en place. Mais je pense que c'est une équipe qui peut avoir des trous d'air derrière, et ça, c'est forcément, on a les joueurs qui ont la qualité pour faire la différence. Mais Kamavinga, je pense qu'il sera pas là malheureusement, et ça c'est le gros souci, je pense, de ce match-là, c'est que sans Kamavinga, c'est quand même pas la même limonade, quoi. Et justement, vas-y, Rudy, vas-y. Moi, je dis, tu parlais de Doku justement, et c'est vrai qu'il a le désavantage de jouer sur le côté de Reece James, qui est en train d'être une révélation incroyable cette année. Autant je Ouais, reprochais beaucoup son côté défensif l'année dernière, mais là il commence à progresser de manière folle. Et je me dis, Doku, c'est vrai que là il tombe mal pour le coup. Il est vraiment dans sa meilleure période de la saison là. il a mis Aspilicueta sur le banc, du coup, Ouais, c'est lui son remplaçant, ça. ouais, clairement. Ouais. Et justement, si on fait l'inverse et qu'on prend la défense de Rennes face à l'attaque de Chelsea, alors on connaît, et Rudy, tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure, l'animation offensive côté de Chelsea Mm. laissait un petit peu à désirer sur certaines phases offensives, notamment lors de la rencontre face à Séville, où on en avait parlé avec Rudy lors d'une précédente émission. Est-ce que votre défense, à l'heure actuelle, elle peut contenir ce genre de trio, de quatuor offensif que peut posséder Chelsea, malgré l'inexactitude de leur placement, l'inexactitude de leur décision devant le but. Est-ce que tu pars plutôt confiant, ou alors faut quand même se méfier parce que ça reste Chelsea? Bah, c'est le gros point noir, en fait, c'est que moi j'y crois pas une seconde à ça, parce que c'est notre point faible depuis ce début de saison, Bah c'est la oui. défense. Mmh. En plus, Rougani, qui C'est allait blessé. commencer à avoir du temps de jeu, s'est blessé à Séville. D'Albert est pas encore trouvé le bon tempo, même si c'était mieux ce week-end. On a perdu Mawassa, qui était un de nos meilleurs joueurs défensivement. Traoré a un peu de mal à se mettre au niveau. Ça commence à faire beaucoup. On a changé de gardien aussi, donc ça commence
commence à faire beaucoup face à la qualité qu'il va y avoir en face, quoi. Rien que ce week-end, je regardais, c'est une équipe, c'est huilé quand même. Moi, je dis Ziyech, c'est dur de pas aimer ce joueur-là. Il va forcément nous faire mal. Après, j'espère que, je sais pas, Rudy va peut-être nous dire, mais je me demande, étant donné que c'est quand même un match qui s'annonce déséquilibré, je me demande si Chelsea va pas faire tourner, même s'ils ont un petit match derrière, puisque c'est de Sheffield, mais c'est peut-être un match où ils vont faire tourner. Parce que quand je vois le banc, mais même quand je vois le banc qu'ils avaient ce week-end, hein, t'as Spilicueta, Jorginho, Giroud, Rudiger, enfin voilà, c'est Hudson-Odoi, c'est 1000 fois meilleur que nous, quoi. Ça se jouerait partout en Ligue 1. Donc voilà, non, je pense c'est le gros point faible de notre équipe, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on prenne l'eau derrière encore. Même si Da Silva va se battre avec avec ses outils, comme d'habitude, son courage, son abnégation et de jamais rien lâcher. Voilà, Aguerd, quand il est rentré contre Séville, c'est lui qui est sur le but, contre Brest aussi. C'est le genre d'erreur que contre une équipe comme Chelsea, je pense que t'en fais une ou deux, c'est terminé. Hein. C'est vrai que tu parlais de faire tourner. Il y a Werner et Havertz, ils ont joué quasiment tous les matchs, donc je pense. Il y a un joueur que j'espère vraiment voir jouer parce qu'il n'a pas eu assez sa chance encore, c'est Giroud. Là, il est rentré que 10-15 minutes contre Burnley. À quelques millimètres près, il a déjà un but qui est refusé, mais son déplacement est vraiment bon. J'ai vraiment envie de le voir jouer. Les fans de Chelsea savent que je suis son premier défenseur d'ailleurs. Sinon, il y a Pulisic qui s'est blessé, on ne sait pas encore trop la gravité, donc Hudson-Odoi devrait sûrement jouer. Havertz a beaucoup joué, donc il va sûrement être mis au repos pour Mount. Enfin, oui, c'est vrai que l'attaque va sûrement beaucoup tourner. Et j'attends quand même beaucoup d'attaques et le milieu sera au moins un minimum rodé, je pense. Au milieu, il tourne un peu ou il a son équipe type? Le problème, c'est que Kovacic, qui était notre meilleur joueur de la saison dernière, a été mis sur le banc ou en réserve dans les 3 fois sur les 4 derniers matchs. Donc c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Parce que autant contre Séville, Lampard avait justifié que Kovacic venait d'être père, si je ne me trompe pas, donc c'était justifié. Et sauf que contre United, il n'a pas joué, il a été titulaire contre Krasnodar, et là contre Burnley, il n'était même pas sur la feuille de match. Et on n'a pas eu d'explication sur quoi que ce soit. Alors on ne sait pas si c'est pour faire tourner ou si c'est un vrai choix de sa part. Donc oui, je pense que le milieu va quand même un peu tourner. Au moins Kovacic jouera sûrement, et après ça se jouera entre Kanté et Jorginho, et je pense que Mount sera en 10. Alors, le match face à Chelsea pour Rennes va être un réel défi pour certains de ces joueurs qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anthony, n'ont pas forcément l'expérience européenne qu'ont les Blues. Et va y avoir une double confrontation qui va être certes difficile, mais est-ce que désormais, après avoir vu ce qui a pu se faire lors des 2 premières rencontres, est-ce que l'objectif là de cette fin de campagne en Ligue des Champions n'est pas le match face à Krasnodar et justement l'objectif de ramener les 3 points de Krasnodar pour espérer accrocher une Europa League, ou alors tu penses que Rennes espère mieux de son côté? Non, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Hein. On n'a pas ce qu'il faut pour espérer aller faire douter Chelsea et Séville. C'est deux énormes écuries. Il y a même pas photo. On l'a vu contre Séville. Je pense qu'on le verra contre Chelsea, même si je pense que Chelsea a moins de certitude que ce Séville-là, en tout cas. Non, nous on était très contents que Chelsea en colle 4 à Krasnodar. Ça nous va très très bien. J'espère que Séville va faire le plein malheureusement et même battre Chelsea pour venir en claquette au dernier match au Roison Park. Et puis voilà, il y en aura d'autres finales en Russie contre Krasnodar où franchement là je pense qu'il y aura la place parce qu'on les a quand même bien dominés au match aller. Et leur gardien sera pas dans un jour sacré comme contre nous, puisqu'on l'a vu contre Chelsea d'ailleurs. Donc non, je pense oui, l'objectif c'est clairement la 3e place, c'est l'objectif affiché par le club d'ailleurs. Donc c'est bien, c'est une ambition raisonnable d'espérer. Ça permet au club de grandir petit à petit aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà être en Ligue des Champions, c'est bien, hein, franchement, c'est cool d'y être, mais c'est aussi déjà peut-être un peu trop tôt pour nous. Donc on prend, on emmagasine, voilà, et puis faut essayer de pas sortir ridicule. Donc ouais, si on pouvait être 3e, ça serait vraiment chouette. Et du côté de Chelsea, hein, on sait très bien que de sortir de ce groupe premier est un objectif quand même si Séville est un concurrent assez rude. T'en penses quoi de cette équipe rennaise, toi, Rudy? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent espérer bien mieux qu'une 3e place?
Je pense qu'ils sont même vraiment mal tombés, les pauvres. C'est vrai qu'ils sont tombés dans un groupe pas évident. Autant ils ont été dans un groupe comme celui de Marseille, où il y a un City qui est un peu hésitant défensivement, Porto qui a encore du mal. Ils auraient pu peut-être y croire à tenter quelque chose. Mais c'est vrai que là, il y a un Séville qui se trouve totalement, qui était le grand favori de ce groupe. Chelsea qui commence enfin à se trouver, parce on pouvait avoir des doutes sur le début de saison. Si Rennes avait joué Chelsea à la première journée de Ligue des Champions, j'aurais été beaucoup moins serein qu'aujourd'hui, parce que défensivement, c'était pas encore trouvé. Et là, ça qui nous joue au moment où on commence à enchaîner. Donc, je pense que ouais, non, le but pour eux, c'est surtout de jouer l'Europa League. Mais après, on sait jamais. Sur un match, tout peut jouer. Et s'ils arrivent à faire quelque chose contre nous demain, autant ils peuvent essayer mercredi, pardon, ils peuvent essayer d'aller chercher plus haut. Mais là, je pense que ouais, l'objectif doit être l'Europa League et de passer étape par étape. Surtout qu'ils découvrent la Ligue des Champions cette année, donc vraiment y aller étape par étape. Ouais. Et justement, on va finir par la dernière étape de cette émission avec les paris sur cette rencontre entre le club de Chelsea et le club du Stade Rennais. Donc, comme d'habitude, votre équipe traditionnelle va vous donner les pronos qui semblent être les meilleurs pour cette rencontre et qui vont vous faire gagner un maximum d'argent, parce que grâce à nous, vous allez gagner de l'argent. Même si j'ai pas reçu ma commission ces derniers temps, les gars, va falloir commencer à nous envoyer vos petits tickets. Alors, la traditionnelle va vous conseiller une victoire de Chelsea, malheureusement, hein, pour Rennes, avec une cote à 1,42 qui reste plus ou moins quand même intéressante malgré l'écart de niveau entre les deux. Notre cher Rudy Garcia Blues, tu vas nous donner quoi? Autant j'avais été inspiré pour le match contre United, je sais pas si tu te rappelles, mais je suis content parce que mes deux paris étaient passés. C'est vrai. Et là, j'avoue que j'ai regardé Unibet avant le match et je n'arrive pas à trouver de paris évident. Et je dirais bien plus de 2,5 buts dans le match, parce que je sens que l'attaque de Chelsea commence à se trouver, avec Ziyech qui commence à être de mieux en mieux. Ça commence à être bon. Et je me dis, si Rennes est dans un beau jour offensivement et que dans le dernier geste ils sont bons, nos défenses, on sait jamais, ça peut toujours craquer. Donc ouais, je dirais bien plus de 2,5 buts. Cette cote-là, elle est à 1,60 hein, pour le plus de 2,5 buts. Et de ton côté, Anthony, est-ce que tu vas nous sortir un petit Rennes de ton chapeau? Eh bien non. Si le but c'est de faire gagner de l'argent, je ne vais pas le faire. Ah mince. Même si j'en rêve secrètement. Non, mais je pense que ça va être forcément compliqué. Après, je nous vois bien marquer là-bas. Au Chelsea, les deux équipes marquent quelque chose comme ça doit être intéressant à jouer parce que déjà Chelsea en sec, c'est assez intéressant, je trouve. Donc ouais, non, ce serait plus ça, je pense. Chelsea et les deux équipes marquent. Je pense que ça va être pas mal. Alors oui, en effet, ça doit être pas mal, mais je l'ai pas tout de suite devant moi, puisque c'est pas une cote que beaucoup de gens doivent jouer, je pense. Mais sinon, en attendant, au niveau des buteurs, est-ce que vous avez quelque chose à pronostiquer pour cette rencontre? Il y a des belles cotes, faut le savoir, sur cette rencontre pour les buteurs. Je vous laisse d'abord les donner. Rudy, toi la tienne? C'est que pour moi, toujours, qui va être titulaire en neuf, mais si Giroud est titulaire, j'ai bien envie de mettre Giroud. Et sinon, Ziyech, je pense. Alors sinon, ouais, Olivier Giroud est à 2,11 et Hakim Ziyech est à 2,95. Donc de toute façon, dans les 8, on va dire les 8 premiers joueurs, ce sont des joueurs de Chelsea. Le premier Rennais, c'est Serhou Guirassy à 4,30. Donc si vous voulez oui, il est déjà très haut, ouais, je trouve. Je pense que tu nous donnerais Guirassy aussi de ton côté, Anthony. Guirassy ou Terrier, ouais, Terrier aussi, ça peut être pas mal. Il est pas Terrier, du ouais, 5,85 pour Martin Terrier, oui, en effet. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, j'ai remarqué un nom dans la liste des buteurs, celle d'Mba Nyang. Il se passe quoi exactement avec lui en ce moment à Rennes? Mba Nyang, moi je suis persuadé qu'on le reverra pas à Rennes malgré les discours en conférence de presse. En fait, le lien s'est cassé, il voulait aller ailleurs. Voilà, ça fait partie des joueurs qui faisaient partie qui faisaient confiance à Olivier Létang aussi. Et puis il y avait deux camps à Rennes, il y avait le camp Stéphane et le camp Létang. C'est pas aussi binaire, mais quelque chose comme ça. Donc forcément, la confiance n'est plus là. Et puis en plus, voilà, on a trouvé son remplaçant et son remplaçant est largement au niveau. Et je pense que Nyang, qui voulait signer un peu partout en Europe, il s'est retrouvé bien con de ne pas avoir l'offre qu'il espérait. Donc est obligé de rester à Rennes en attendant. Et puis c'est des gros salaires, donc c'est pas évident aussi de trouver une porte de sortie, quoi. Donc non, moi je pense qu'on le reverra pas et que dès cet hiver il fera ses valises.
Eh ben écoute, on suivra le dossier de près parce que je pense qu'il intéressera pas mal d'équipes sur son passage. Bon, en tout cas, les gars, merci à vous d'être venus dans cette émission. Merci Anthony pour ta première. On espère t'entendre à nouveau et de t'écouter aussi du côté de Radio Roazhon. Et merci à toi Rudy aussi de venir à chaque fois qu'on doit parler de Chelsea. Merci de ta disponibilité. C'est cool les gars. Donc merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cet épisode spécial Ligue des Champions. On souhaite un beau parcours au Rennais ainsi qu'un beau parcours au Blues pour cette deuxième partie de Ligue des Champions, puisque après cette rencontre, on va entamer la deuxième partie. Et je pense qu'on vous retrouvera, messieurs, pour le match retour qui se jouera au Roazhon Park d'ici le mois de novembre. Fin novembre du moins. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'était traditionnel. Salut à tous.